Bonjour, je m'appelle Yassir. Bonjour, je m'appelle Bayan. Bonjour, je m'appelle Jalil. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Anas, j'ai 10 ans. Je m'appelle Hassan et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Abdel Moïse, on est le 7 décembre. Je m'appelle Imran, j'ai 9 ans. La NDE, c'est un endroit où on fait les devoirs et les activités. On fait d'abord les devoirs puis les activités. On est dans l'atelier journalisme. On interviewe des personnes. On a choisi comme thème le piratage. J'ai choisi ce thème pour savoir plus sur le piratage. Bonjour, je m'appelle Jalil, j'ai 12 ans. Vous êtes à la Maison des enfants d'Anderlecht. C'est une association dans laquelle nous faisons nos devoirs et divers ateliers créatifs. Ici, vous êtes à l'atelier journalisme. Dans le cadre de cet atelier, nous interrogeons différentes personnes. Dans cette année, nous avons choisi le thème du piratage informatique. Pouvez-vous brièvement vous présenter ? D'accord. Bon, moi, je m'appelle Martine Van de Mulebroek. J'ai été journaliste au Journal Le Soir pendant très longtemps, pratiquement plus de 30 ans. Et maintenant, je suis journaliste indépendante et je travaille essentiellement pour une revue qui s'appelle Alter Eco et qui fait surtout de l'actualité économique et tout ça. Donc, je suis une journaliste de presse écrite. Vu que j'ai dit que le thème de cette année, c'est le piratage, je vais vous poser une question sur... Avec le piratage qui existe aujourd'hui, pouvez-vous vous fier aux infos qui circulent ? Mais c'est moins une question de piratage qu'une question d'informations fausses qui circulent sur Internet et qui sont faites par des sites, certains sites qui sont des sites, par exemple, d'extrême droite ou d'autres, et qui donnent volontairement des informations fausses ou qui trafiquent les images, oui, les photos, ça arrive souvent. Bon, enfin, aujourd'hui, un journaliste doit savoir comment on vérifie une image et une photo, quoi. Il y a aujourd'hui des règles, il y a des choses qui sont très faciles à vérifier, d'où est l'origine de la photo, de voir. Et puis, il faut aussi commencer à connaître aussi quels sont les sites et d'où ça vient qui systématiquement soit donnent des informations fausses, soit les trafiquent. Et ça finit par se savoir et se connaître. Je crois qu'aujourd'hui, les journalistes connaissent mieux ça. Le problème, il est beaucoup plus de nouveau quand on veut aller trop vite. Et c'est beaucoup le cas soit à la télévision, à la radio, sur les sites, par exemple, de la radio, ou sur les sites Internet des journaux. Ils doivent donner l'information le plus vite possible avant que les autres le donnent, très rapidement. Et donc, parfois, ils ne prennent pas le temps de vérifier. Et donc, il y a déjà eu des erreurs énormes qui ont été commises comme ça. Mais comme il y en a déjà eu pas mal d'erreurs, maintenant, ils sont un peu plus attentifs. Mais ce n'est pas facile. Pouvez-vous brièvement vous présenter ? Alors je vais, oui, brièvement me présenter. Je m'appelle Olivier Bogart, je suis commissaire à la Computer Crime Unit. Donc c'est l'unité de la police fédérale qui est en charge de tout ce qui est cybercriminalité et qui s'intéresse justement au piratage informatique. Y a-t-il des enquêteurs qui se consacrent uniquement à la recherche des hackers ? Alors il y a des enquêteurs qui s'occupent de ça, oui, mais évidemment il faut y avoir des attaques. Et donc les hackers vont faire l'objet d'enquêtes à partir du moment où il y a
une société ou une structure qui dit voilà, on a été victime de pirates informatiques. Alors nous, on va effectivement à ce moment-là essayer de les trouver, mais on travaille dans plein d'autres dossiers également. Bonjour, je m'appelle Fatima et j'ai 12 ans. Comment faites-vous pour trouver des informations sur les hackers et remonter jusqu'à eux? Alors là, c'est comme dans toutes les enquêtes de police depuis le début de l'histoire. Et donc ça veut dire qu'on va essayer de trouver des petites traces. Donc on va évidemment analyser tout ce qu'on a comme support informatique et on va essayer de remonter les petites traces que les hackers qui sont des entre guillemets cybercriminels ont pu laisser. C'est un peu comme le petit pousset. On laisse des petits cailloux blancs et on en ramasse les petits cailloux, mais on oublie peut-être un seul petit caillou et ça suffit. C'est ce petit caillou que nous on va pouvoir utiliser. Quel est le profil des victimes? Alors, le profil des victimes, ce sont des gens qui, je dirais, n'ont pas vraiment l'habitude de l'ordinateur, utilisent l'ordinateur de manière tout à fait basique et ne pensent pas que l'ordinateur peut avoir des liens et ne comprennent pas peut-être ou n'ont pas reçu l'information leur permettant de savoir qu'il y a énormément d'informations qui circulent à l'intérieur d'un réseau, etc. Donc ils sont un petit peu sur leur ordinateur comme quelqu'un qui serait en train de consulter un dossier et en train de feuilleter des pages. Bon, c'est là, c'est sur mon bureau et ils limitent ça à leur bureau. Et donc, je crois qu'il y a un gros travail d'éducation à faire aux gens, leur expliquer non, votre machine n'est pas isolée, elle fait partie de toute une structure beaucoup plus large. Et quand vous faites quelque chose sur votre machine, ben, ça peut avoir un impact. Et puis, c'est aussi, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est être prudent avec toute une série de choses, avoir des règles de sécurité, comme avoir un bon mot de passe, ne pas utiliser le même mot de passe pour tous les services qu'on utilise. Donc, essayer d'être prudent et d'apprendre à connaître les risques. Moi je m'appelle Nicolas, je suis un animateur socioculturel, donc mon métier c'est de mélanger l'art et le travail social avec les habitants. Et je travaille depuis 10 ans à banlieue, moi je suis dans l'équipe vidéo, donc nous on fait la même chose que vous, on fait des reportages, on filme des conférences, des événements et tout ça. Donc, mon métier moi c'est un petit peu journaliste aussi. Vous avez été hacké, pouvez-vous me dire... Attends. Il y a une autre personne. Non, donc moi je suis Jérémy et ici à banlieue je m'occupe de tout ce qui est création, développement de sites web, de logiciels, de réseaux sociaux, de bases de données, etc. Donc moi je suis plus dans la programmation, quoi. Donc ici à banlieue, nous avons des serveurs, des ordinateurs informatiques sur lesquels se trouvent des sites web. Je ne sais pas si vous savez comment cela fonctionne. Donc, quand vous regardez un site sur Internet, le site il se trouve en fait sur des gros ordinateurs qu'on appelle des serveurs. Okay ? Et les pirates informatiques essayent de pénétrer à l'intérieur des serveurs pour avoir des données, ou alors ce qu'ils cherchent à faire, c'est transformer un serveur en zombie. Donc, vous voyez, machin. Mais bon, c'est pas ça. Un zombie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est prendre le contrôle d'un serveur afin de pouvoir envoyer des mails massifs, des mails sur Internet de publicité, de ci, de là, un peu de trucs illégaux. Et un des exemples que nous avons pu avoir sur banlieue, c'était que un de nos sites web, en fait, avait un mot de passe, quelqu'un avait mis un mot de passe trop facile. Ce qui fait qu'un hacker, un pirate, a trouvé ce mot de passe-là et a pu alors injecter sur nos serveurs un système qui l'a transformé pendant une journée en zombie. Et c'est-à-dire quand un ordinateur devient un zombie, pourquoi un zombie? Parce qu'un zombie, on voit généralement un zombie, c'est quelqu'un qui réfléchit pas et autres, qui obéit un peu à la logique du groupe. Et un ordinateur zombie signifie qu'alors il est contrôlé par de l'extérieur et le hacker dit maintenant, toi que tu as un serveur zombie qui m'appartient, tu peux envoyer des tas de mails. Ce qui fait que les gens recevaient des mails de publicité ou autres
qui étaient envoyés par nous, alors que c'est nous, on ne voulait pas, quoi. Alors ce qu'on a fait alors à ce moment-là, on a dû mettre à jour les logiciels pour refermer le trou de sécurité, etc. Ça, c'est un exemple, par exemple, de hacking. Ça, on appelle ça les hackers au chapeau blanc. C'est ceux qui ceux qui sont sympas, ils vont rentrer dans votre serveur. Et puis après, ils vous appellent, ils disent « Fais attention, ton site, il y a un problème de sécurité ». Et puis il y a les hackers à chapeau noir qui, eux, ont des intentions malveillantes. Donc, typiquement, comme il dit, voler votre ordi, quoi. Lui, il va payer un ordinateur pour pouvoir mettre son site dessus. Et le hacker, il va nous voler cet ordinateur, quoi. Et donc, on n'a plus notre site et lui, il fait ce qu'il veut avec. Merci. Donc, tous les hackers ne sont pas malfaisants. Voilà. Alors, pour aller dans le sens de Nico, c'est que justement, parce que vous faites du journalisme, il faut faire du bon journalisme. Parce que les journalistes, parfois, simplifient un peu la réalité. Parce que qu'est-ce qu'un hacker, au départ, en informatique? Un hacker ne veut pas dire pirate informatique. Un hacker, en fait, c'est quelqu'un qui est passionné par l'informatique, qui essaye tout le temps de pousser le plus loin possible sa logique, ça là, et c'est toute une école, une philosophie, une idéologie à l'intérieur de l'informatique, ce qu'on appelle les hackers, et qui essayent en fait de tout le temps aller de plus en plus loin dans l'informatique, faire évoluer, et les hackers, au départ, pénètrent dans des systèmes informatiques pour comme Nico dit, pas pour faire le mal, mais le bien, pour avertir les gens. Ce que vous utilisez là, c'est pas bon, c'est ci, c'est là, vous voyez, il y a des trous de sécurité. Et ce que les médias appellent les hackers sont en fait, dans le monde informatique, on appelle ça des crackers. Donc des crackers, c'est-à-dire ce sont des hackers d'une certaine manière, mais qui sont un peu passés du côté obscur de la force. Vous avez vu la Guerre des Étoiles, Star Wars, etc. Ouais, donc vous voyez les Sith, les Jedi, il y a les hackers et les crackers, le côté clair et le côté obscur. Et dans ce côté obscur, ce qu'ils essayent, eux, c'est de prendre contrôle informatique pour des raisons financières, d'espionnage, blablabla. Hacker, on pourrait dire presque bricoleur. Ouais, c'est ça. Plus que pirate, quoi. Pirate, c'est les hackers au chapeau noir. Ouais. Ça, on peut les appeler pirates. Ouais. Mais on peut hacker, par exemple, une serrure. Si vous démontez la serrure là pour voir comment elle fonctionne et pour la réparer vous-même et peut-être la modifier pour qu'elle fonctionne mieux, vous êtes aussi des hackers de la serrure à ce moment-là. Donc, on peut dire bricoleur. Ouais, c'est ça. C'est démonter, c'est bricoler. Avez-vous déjà été victime de piratage en vos bureaux? Alors, on a déjà eu des problèmes, mais pas un hacking, pas une attaque directement. On a des virus qui peuvent se trouver sur du matériel qu'on va analyser et qui peuvent toucher du matériel à nous. Mais heureusement, ça n'a jamais eu de conséquences dramatiques. Donc moi je m'appelle maintenant on me connaît aussi sous le nom de Cortex, c'est mon nickname on va dire. Et donc oui, ce que je fais, c'est je travaille dans la sécurité informatique depuis pas mal d'années, je crois 15-20 ans, quelque part par là. Donc dans la partie tout ce qui est piratage, donc ça c'est un domaine dans lequel je travaille que j'aime beaucoup et qui est très divertissant on va dire. Pourquoi piratez-vous? Quelles sont vos motivations? On va dire qu'au début, c'était un petit peu parce que je trouvais ça très très drôle, changer les choses, on pouvait changer par exemple un site internet, ce genre de choses-là. Maintenant, après ça, je travaille dedans, donc c'est professionnellement parlant, des entreprises qui ont un besoin. Donc par exemple, une entreprise qui a peur de se faire pirater, ils vont contracter des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui vont tenter de pouvoir rentrer dans l'entreprise, donc un petit peu comme on peut voir ça un petit peu comme un château fort, voir si toutes les entrées sont bien bouchées. Et donc ça c'est un domaine dans lequel on peut travailler quoi. Donc c'est tout à fait légal, c'est un accord entre la société et les experts en sécurité et on travaille là-dedans. Donc ça c'est la motivation maintenant. Selon vous, quelles sont les limites à ne pas franchir en matière de piratage? Et avez-vous des principes auxquels vous tenez? Alors les principes, oui.
va dire qu'il y a, pour travailler dans le domaine, il faut avoir une très grande éthique, on va dire. Donc, quand on parle d'éthique, c'est un grand respect, on va dire, de ce qui est fait, parce que les gens doivent faire confiance. Et donc, la confiance, c'est quelque chose qui est excessivement important, surtout dans ce domaine-là. Donc, par exemple, c'est un petit peu comme si maintenant, il y a une maison qui on veut savoir si elle est bien sécurisée. La personne qui va tester ça, il faut avoir confiance en cette personne-là, parce qu'il faut avoir confiance dans le sens où elle doit raconter tout ce qu'elle a trouvé, évidemment, pas cacher des choses, mais elle doit aussi ne rien abîmer si elle rentre. Et donc c'est un petit peu le même principe, on va dire, un petit peu, dans le sens où il ne faut pas... mais le principe, par exemple, c'est de ne pas aller sur des données personnelles. Par exemple, si on travaille sur une entreprise, en général, les entreprises, elles ont un grand nombre d'informations personnelles qui sont dans les ordinateurs des différentes personnes qui travaillent là-bas. Et donc l'idée, c'est de ne pas toucher à ces informations-là. Aussi un autre principe, c'est de ne pas abîmer. Donc sur le principe, c'est de pouvoir démontrer qu'il y a un problème. Comme ça, l'entreprise peut agir, peut arranger le problème de sécurité qu'il y a, sans pour autant avoir un danger ou un risque pour l'entreprise elle-même, on va dire. Donc par exemple, imaginons, je prends quelque chose que vous connaissez sans doute très fortement, si on prend Facebook par exemple, si maintenant quelqu'un trouve, un spécialiste en sécurité trouve une faille de sécurité, il va directement contacter Facebook et va dire, voilà, il y a un trou de sécurité, voilà comment on le fait, et il faut essayer de l'arranger. Quelqu'un de malicieux, il va simplement faire en sorte que Facebook s'arrête de fonctionner, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les différents types de personnes, on va dire. Et pour moi, les limites, c'est la légalité, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'incidence sur les systèmes qui sont piratés. Quelles ont été les conséquences de ce piratage ? Des jours et des jours de travail, 24 heures sur 24 pour réparer en fait le système informatique. Et donc, dans ce cas-là, donc il faut travailler, etc. Donc ça coûte un peu, quoi, puisqu'il faut tout réparer. Ça ennuie les clients pendant un jour ou deux. Du coup, ils n'ont plus accès à leur site, puisqu'on doit couper pour pouvoir réparer. Mais ça permet en même temps, après, ça nous a permis d'être plus fort en sécurité, parce que là, on a trouvé une faille, quoi. Et donc, du coup, après, à Banlieue, on a mis au point une politique, des façons de faire afin d'éviter que dans le futur, cela se reproduise, quoi. Donc, c'est transformer quelque chose de négatif en positif, parce qu'alors, du coup, on est beaucoup plus attentif, on laisse moins les clients choisir eux-mêmes leur mot de passe, parce qu'ils choisissent des trucs style Europe, Camembert, enfin des trucs faciles à trouver, quoi, en fait. Après, nous, on est une association, donc tout ce que ça fait, c'est qu'on doit refaire le site et réparer, comme il dit. Parce qu'on n'a pas de secret. Mais si vous êtes une entreprise qui avait une nouvelle idée, je sais pas moi, vous êtes chez Sony qui va sortir sa PlayStation 5, ils n'ont pas envie que les plans de la PlayStation 5 se fassent voler, par exemple. Donc là, les conséquences seront beaucoup plus dures. Pour nous, c'est juste refaire le travail. Là, c'est ça, quoi. Nous sommes de plus en plus contraints d'utiliser les réseaux internet, informatiques, etc. Pensez-vous que cela soit dangereux ? Alors, oui, très, très, très dangereux. Je pense que ce qui est très, très important de comprendre, c'est qu'on vit maintenant avec des téléphones mobiles qui sont connectés à Internet en permanence. Et ça veut dire que dès qu'il y a un élément qui est connecté à Internet, ça veut dire que quelqu'un depuis l'extérieur peut y accéder. Et donc, par exemple, on va dire les téléphones mobiles, par exemple, c'est une cible de choix parce que ça contient énormément d'informations. Et je pense que un grand nombre de personnes, enfin la majorité des personnes dans le monde ne comprennent pas quel est le danger qu'il y a à être connecté. Dans le sens où le téléphone mobile est utilisé, par exemple, pour ses opérations bancaires. Il contient Facebook, contient les emails, contient les photos de famille, contient d'autres photos, les photos des activités. Il va contenir tout un tas d'éléments. Il va contenir les informations de géoposition, par exemple, donc, là où la personne se trouve. Et donc, un exemple très simple avec ça, c'est quelqu'un qui a une idée
des pensées mauvaises, entre guillemets, qui veut faire du mal à d'autres, peut utiliser cette information-là de façon très très facile. Et ça génère, entre guillemets, pour moi, un risque qu'il n'y avait pas auparavant, parce qu'auparavant, on n'utilisait pas ça. Auparavant, on avait un téléphone avec un câble, tout n'était pas interconnecté. Maintenant, n'importe qui, depuis son ordinateur, entre guillemets, s'il a les connaissances qui sont suffisantes pour le faire, peut voler ces informations-là et tourner ces informations-là contre la personne. Et donc, on voit maintenant de plus en plus, par exemple, ce qu'on appelle l'Internet des choses, entre guillemets. Donc, c'est le fait qu'on va tout connecter à Internet. Par exemple, on va avoir son frigo connecté à Internet, on va avoir une caméra dans sa maison connectée à Internet, on va avoir la porte de son garage connectée à Internet. Et ça, pour résoudre, ou même la voiture, par exemple, les voitures sont aussi connectées à Internet. Et donc, le danger, c'est quoi ? C'est que quelqu'un depuis l'extérieur peut modifier le comportement. Alors, on peut donner un exemple très simple. Je prends la voiture, par exemple. Ça a été démontré il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il était possible à distance de contrôler les freins d'une auto, par exemple, ou de contrôler la direction d'une auto. Si on prend les toutes nouvelles voitures qui sont complètement électriques, complètement avec un ordinateur complètement intégré dedans, on peut faire des choses qui sont très très dangereuses si on est capable de modifier le fonctionnement de la voiture. Et donc pour moi, oui, il y a un risque et qui grandit énormément simplement du fait que tout est connecté, interconnecté. Confirmerez-vous que toute personne connectée à Internet est susceptible d'être piratée ? Alors, actuellement, oui, parce que tout est connecté et qu'il peut subsister toujours sur l'ordinateur qu'on va utiliser une petite faille qu'on n'a pas fermée. Et donc, voilà, c'est la raison de ce que je disais par rapport à est-ce qu'il faut communiquer avec les gens ? Oui, il faut absolument qu'on donne de l'information par rapport à tout ce qui est découvert et qui peut fragiliser le système, de façon à ce que tout le monde fasse attention que sur mon ordinateur, par exemple, c'est un conseil que je donne, une fois par semaine, je fais une analyse avec mon antivirus, mais une analyse très très puissante, approfondie, pour être certain qu'entre deux mises à jour, il n'y a pas une petite bestiole qui est rentrée. Et donc je profite d'un moment où je vais faire du sport par exemple, et je lance l'analyse. Quand je reviens, j'ai le bilan, et je vois comme ça s'il n'y a pas un problème qui est rentré en quelques jours sans que je ne sache. Peut-on être hacké via notre GSM ? Ça devient vraiment l'outil de prédilection des pirates informatiques. Donc les pirates vont développer maintenant effectivement des applications qui vont permettre de collecter des informations sur le téléphone qu'on va utiliser. Et donc, ils vont s'intéresser à nos informations, mais ils vont pouvoir du coup utiliser le téléphone pour envoyer, par exemple, des messages publicitaires à nos amis par l'intermédiaire de SMS ou autre, et c'est sur la facture du téléphone de celui qui est piraté que ça va apparaître. Mais il y a d'autres éléments. Il y a la collecte d'informations qui va permettre de savoir, par exemple, quel est l'identifiant et le mot de passe que j'utilise pour Instagram. Et donc, tout ça, ils vont pouvoir le réutiliser ultérieurement. Donc là aussi, on doit être prudent avec son téléphone. Je le dis tout de suite, il y a maintenant des antivirus pour les smartphones. Il ne faut pas hésiter à mettre un antivirus sur son smartphone. Que pensez-vous de Snapchat ? C'est très sympa. Je trouve que c'est très sympa. Mais il faut quand même savoir que quand on utilise Snapchat, la photo ou la vidéo qu'on va envoyer de son téléphone, avant d'arriver sur le téléphone de celui ou celle à qui on le destine, elle va faire un long chemin. Elle va circuler par les serveurs de mon opérateur Internet. Elle va circuler par une multitude de serveurs avant d'arriver sur le téléphone de l'autre. Et là, le problème, c'est que la photo, elle peut rester dans les serveurs. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a des pirates informatiques qui ont récupéré 250 000 photos comme ça. Et ils les ont publiées sur Internet. Et donc, il y a des utilisateurs de Snapchat qui pensaient que leurs photos avaient disparu et qui ont la surprise de voir que leurs photos, en faisant dans Google une recherche avec leur pseudo, ils voient que la photo, elle est toujours là. Et donc, voilà. Donc, la notion de durée très limitée, c'est tout à fait en informatique. Quand on publie quelque chose sur Internet un jour, il faut dire que c'est sur Internet pour toujours. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que les informations les informations qu'on possède n'ont pas de valeur. Pourtant, elles ont énormément de valeur pour d'autres personnes en général. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'être sensibilisé aux dangers d'Internet, parce qu'on ne s'imagine pas qu'avec son ordinateur ou simplement en jouant entre guillemets sur ce qu'on fait là-dessus sur Internet, on ne s'imagine pas que c'est un monde dans lequel il n'y a pas vraiment de règles, et donc n'importe qui peut faire un peu n'importe quoi. Et je pense que
là, il faut faire très très attention. Il faut faire aussi très attention à la quantité d'informations qu'on met sur Internet. Dans le sens où tout ce qu'on y met, une fois que c'est dedans, c'est parti et ça ne sortira jamais, on va dire. On va prendre l'exemple de nouveau de Facebook. Sur Facebook, par exemple, il faut essayer de restreindre un maximum qui peut voir les informations. Parce que, je peux vous donner pas mal d'exemples, des choses relativement simples. Mais par exemple, Facebook connaît la localisation du téléphone mobile, par exemple. Et donc, ce qui intéresse à Facebook, c'est savoir où la personne se trouve, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir vendre des choses, par exemple. Donc, imaginons que on va chez Carrefour, si Facebook peut dire à Carrefour, regarde, cette personne-là, elle va aller dans ce Carrefour-là, Carrefour peut dire, je vais essayer de l'inciter à venir en lui donnant des publicités, par exemple. Et donc, toutes ces informations-là, qui est une information qui est très, très personnelle, peut être transmise à des personnes comme ceux de chez Carrefour, par exemple, ou ceux de chez Facebook. Le problème, c'est que quand il y a d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui vont voler cette information-là, ils peuvent l'utiliser contre la personne, par exemple. Et donc ça, c'est très très dangereux. Par exemple, si on sait que si on veut savoir que la personne n'est pas chez elle, mais on peut le savoir simplement en prenant les informations de Facebook, par exemple. Donc ce sont des choses qui sont très très dangereuses, et il faut que tout le monde comprenne bien quels sont les risques qui sont associés à tout ça. Quelles sont les peines encourues par un hacker? Alors il y a là ce qu'on appelle la loi dite cybercriminalité, et donc les peines pour un hacker peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison ferme. Et donc la particularité de cette loi, c'est qu'elle prévoit que le pirate peut déjà être puni simplement parce qu'il a préparé l'acte de piratage. Donc le fait de préparer, ça équivaut, c'est la seule loi en Belgique qui le prévoit, le fait de préparer l'acte et d'être identifié comme étant en pleine préparation va entraîner des peines qui sont équivalentes à celles qu'il aurait pu avoir s'il avait réussi à rentrer dans le système. Êtes-vous connu des services de police? Êtes-vous recherché? Non. Et je ne suis pas connu des services de police, je ne suis pas recherché, non. Il faut savoir, de nouveau, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on parle de tout ce qui est, on parle des hackers, des personnes qui font des choses qui sont illégales. Maintenant, on peut faire du hacking tout à fait légal. Maintenant, les personnes qui font ça de manière illégale vont, par exemple, voler de l'argent, ou vont essayer de faire des choses qui vont pas être, qui sont prévues par la loi comme étant pas acceptables, on va dire. Et donc, ces personnes-là, évidemment, elles vont être pourchassées. En général, si on regarde le piratage maintenant, ce sont des gens qui sont localisés dans des pays qui n'ont pas d'accord. Par exemple, si on est en Belgique, il y a des pays qui n'ont pas d'accord avec la Belgique pour au niveau de la police. Par exemple, si on prend par exemple la Russie, ou si on prend la Corée, ou si on prend des pays en Malaisie, ce genre de choses-là, ce sont des pays qui n'ont pas d'accord avec la Belgique pour collaborer avec la police. Donc c'est beaucoup plus difficile de se faire intercepter quand on est à l'étranger. Et donc, beaucoup de gens qui font des choses malicieuses le font depuis l'extérieur. Maintenant, dans mon cas, vu qu'il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de danger à ce niveau-là, quoi. Merci. Est-ce que vous collaborez avec d'autres pays? On collabore avec d'autres pays par l'intermédiaire de la structure que tout le monde connaît qui s'appelle Interpol, mais on collabore également maintenant avec Europol, qui est une structure propre à l'Europe et qui est un service basé aux Pays-Bas qui va permettre d'échanger des informations entre les différents services de police, je veux dire, de façon à se pouvoir justement avancer. Et là, on est, depuis maintenant le 15 avril, actif également dans Europol avec un projet qui a pour objectif de lutter contre les attaques qui visent à bloquer les systèmes informatiques, ce qu'on appelle les attaques avec des ransomware, des cryptolockers, des logiciels qui bloquent l'ordinateur et les pirates demandent une rançon. Et donc là, on a maintenant toute une plateforme avec des dizaines d'acteurs. Il y a des grands laboratoires de sécurité, des services de police dans toute l'Europe qui travaillent ensemble pour justement mettre à disposition la clé qui permettra aux victimes de récupérer leurs données. On a parlé il y a quelques minutes de WannaCry qui avait fait beaucoup de dégâts dans cette attaque il y a 1 mois et demi. Eh bien, la clé pour les gens qui auraient été victimes permettant de décoder les fichiers qui ont été cryptés avec WannaCry est désormais disponible sur le site. Agissez-vous seul? Ça dépend. En général, oui. En général, je travaille donc seul sur les missions.
Mais parfois, quand ce sont des projets qui sont très très gros, là on le fait en équipe, donc on peut être plusieurs à essayer. Donc ça peut être, par exemple, il y a des missions sur lesquelles on est tous localisés à un endroit, on va dire sur la planète, et on essaye tous de notre côté, en partageant en fait les résultats qu'on a obtenus sur la cible, quoi. Le piratage est-il votre activité principale? Est-ce lucratif? Alors lucratif, oui. L'activité principale, ça l'a été pendant pas mal d'années. Maintenant, j'ai d'autres choses que je fais à côté, mais je reste sur le piratage parce que je trouve ça très très intéressant. Vos amis proches et votre famille sont-ils au courant que vous pratiquez le piratage informatique? Alors, on va dire que quand c'était pas professionnel, pas vraiment. Puis quand c'est devenu une activité professionnelle, donc un travail, bien sûr, oui. Parce que c'est un travail, quoi. Comme être informaticien ou travailler, je sais pas moi, médecin, avocat ou n'importe, ou journaliste par exemple, comme si j'entends bien comme vous aujourd'hui, par exemple, c'est un travail, un métier. Et donc la sécurité est un métier aussi. Avez-vous quelque chose à ajouter? Que nous devons nous documenter, que nous devons vraiment apprendre à connaître l'outil que nous utilisons et nous dire, voilà, j'utilise tel système, à quoi est-ce que je dois être attentif? C'est un petit peu, je dirais, comme quand on veut apprendre à conduire, on commence à étudier le code de la route, parce qu'il faut son permis. Alors, on n'a pas encore besoin de son permis pour surfer, mais avoir des bons trucs, avoir des bonnes astuces, savoir, tiens, on me demande ça, c'est bizarre, je crois que c'est extrêmement important d'écouter, de se documenter, d'aller chercher l'information. Moi, je suis choquée. Parce qu'avant, je ne savais pas ça. Maintenant, je le sais. Je suis choquée parce que je sais pas pourquoi ils font ça. Mais ça sert à rien parce que la police va voir et va les arrêter. Qui vont en prison. C'est des escrocs. C'est pas bien de faire ça. Non, c'est pas bien, mais c'est comme un métier pour eux. Non. Parfois oui, parfois non. Est-ce que ce que font les hackers, c'est bien? Non, c'est pas bien, mais c'est comme un métier pour eux.